La première dame donne le coup d'envoi de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Session de formation au profit des animateurs des concertations régionales sur la réforme du système éducatif. Le Palais des Congrès abrite les assises de concertation autour de l'élaboration d'une stratégie industrielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Pour vous prémunir contre la pandémie de la Covid-19, respectez les mesures barrières et faites-vous vacciner. C'est parti pour la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein du col de l'utérus. C'est la première dame, Mariam Mohamed Vadel Da, qui en a donné le coup d'envoi à partir du centre hospitalier mère et enfant. Compte rendu signé Bokar Belaba. L'objectif de la campagne est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité des cancers du sein et du col de l'utérus chez les femmes âgées de 25 ans et 65 ans. Une campagne placée sous le haut patronage de la première dame Mariam Mintida qui a supervisé le lancement à partir du centre hospitalier mère et enfant. Les trois wilayas de Nouakchott et la ville de Rosso constituent les zones d'intervention de dépistage précoce des cancers du sein et du col utérin. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a indiqué que la présence de la première dame est une preuve éloquente de l'intérêt et du soutien que le président de la République porte à la lutte contre les cancers qui constituent une charge économique et sociale. Le ministre de la Santé a rappelé que la lutte contre ces pathologies dans notre pays a connu un virage important du fait des orientations des autorités supérieures qui se sont traduites par l'élaboration d'une politique nationale de santé basée sur un plan stratégique multisectoriel et la création d'organismes concernés par ce problème de santé au niveau central et institutionnel. Concernant le cancer du col de l'utérus, Sidi Ould Zahaf a fait savoir que le vaccin a été introduit pour les filles de 9 à 14 ans. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Lixar, Mohamed Saleh Koul Ammar, qui a loué la mise en œuvre de cette campagne afin de sensibiliser aux dangers du cancer du sein et du col de l'utérus comme moyen d'éviter leur infection et d'encourager les efforts entrepris par les autorités sanitaires. La cérémonie a également donné lieu à la présentation des objectifs de la campagne, les tranches d'âge cibles entre autres. Ainsi, la population cible dans les zones d'intervention du projet est estimée à 297 300 femmes. Selon les données statistiques dévoilées lors de la présentation du projet, le cancer du sein est le plus fréquent avec 16%, suivi du cancer du col de l'utérus avec 7%. La tranche d'âge 35-55 ans est la plus touchée avec 40%. Par ailleurs, la première dame a visité les ailes du centre hospitalier mère et enfant. Sur place, elle a été édifiée sur les conditions du travail et les efforts déployés pour améliorer les prestations sanitaires. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce lundi par les travaux d'un atelier de formation des animateurs sur la réforme du système éducatif organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système. L'atelier de 3 jours a pour objectif de doter les superviseurs de ces ateliers régionaux de concertation des expertises nécessaires à leur mission. Emina Mintakhlil nous en dit plus. L'atelier de formation du personnel chargé de l'encadrement et de l'animation des concertations régionales sur la réforme du système éducatif national vise à asseoir les bases d'un système éducatif consensuel, inclusif et participatif. La rencontre de Nouakchott constitue une nouvelle étape du processus de réforme à travers des ateliers interactifs. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaini Ouleyi, qui a présidé le lancement de cet atelier, a affirmé que cette activité est d'une grande importance. Elle permettra, poursuit-il, aux cadres et experts qui superviseront les concertations nationales de tirer profit des réformes antérieures et de passer en revue
les outils et moyens permettant la prise en compte et la formulation des avis exprimés pour rédiger les rapports de chaque wilaya. Des rapports qui comprennent les avis des acteurs du domaine et des experts du secteur. Les exposés présentés ont dressé le bilan du système éducatif mauritanien et ses réformes et évalué les améliorations introduites au secteur, en plus des axes principaux devant être pris en considération. Pour sa part, le directeur général des ressources au ministère, M. Said Kouljido, a affirmé que les délégations supervisant les dialogues prévus sur l'éducation seront les bénéficiaires de ces formations. Une étape déterminante pour le secteur de l'éducation. Quant au directeur général de la réforme, M. Cheikh Sidi Mohamed Ould Bedemin, il a précisé que ce groupe suivra une formation intensive qui durera 3 jours sur les 10 sujets principaux de débat, dont la carte scolaire, la gouvernance du secteur éducatif, la langue d'enseignement, ainsi que la révision des différentes réformes, particulièrement celle de 1999. Les participants à cet atelier ont été divisés en 4 groupes de travail en préparation des ateliers régionaux programmés prochainement. Direction à présent la ville de Nouadhibou, dans laquelle le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a supervisé l'élection du nouveau bureau de la Fédération nationale de pêche. L'instance élue pour un mandat de 4 ans est composée de 44 membres, parmi lesquels le président et ses 4 vice-présidents. Retour sur les moments forts de cette élection avec Mamadou Gueye. Voici le nouveau président de la Fédération nationale des pêches. M. Hamadi Baba Hamadi a été élu ce matin à l'unanimité à la tête de cet organisme patronal. À 73 ans, cet expert des pêches et des affaires maritimes, ancien ministre des Pêches en 2014 et ayant assumé plusieurs responsabilités gouvernementales et privées, et visité plusieurs pays étrangers, compte mettre son expérience au service de l'émergence du secteur de la pêche. Cet engagement lui a valu l'adhésion et le soutien des participants à ces assises dont l'ouverture a été présidée par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Les travaux qui sont déroulés en présence d'une centaine de participants représentant les différents segments et organismes patronaux a été l'occasion pour le ministre de rappeler combien l'État entend mettre en œuvre la nouvelle stratégie de pêche, créatrice d'emplois, de revenus en devises, d'alimentation des populations, donc du bien-être des populations. Mais l'émergence de ce secteur, quelle que soit la volonté de ses opérateurs, ne pourra se faire sans le respect des lois, la modernisation des outils de travail. Il a appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour développer le secteur fortement impacté par le Covid-19. Créée en 1996, la Fédération nationale des pêches est une association interprofessionnelle membre du patronat mauritanien. Porteur de croissance économique, pourvoyeur d'emplois, de devises et de recettes pour l'État, le secteur de la pêche fait partie des fers de lance de notre économie nationale. D'où l'importance de ces assises. Le nouveau président de la fédération est conscient de ces enjeux, aux visages multiples, mais à l'objectif unique. Je suis donc conscient de l'ampleur de la mission qui m'attend, et de la mission dont vous venez de m'investir. Et je ne ménagerai aucun effort pour servir cette fédération au mieux que je peux, de toutes mes capacités physiques et intellectuelles et de mes compétences professionnelles. Je suis conscient de ne pas avoir droit à l'erreur, en raison de mon expérience et en raison de ma connaissance précédente du secteur et de l'organisation elle-même, ayant assisté à la naissance de la première section pêche au sein de la Fédération des industries et des mines en octobre 1980, et puis à sa transformation en Fédération des industries et armements de pêche en 1982, dont j'ai été le 2e secrétaire général. Pendant 8 ans, j'ai eu l'honneur d'assister à l'élection du doyen Mohamed Lamine El Hamoud, qui vient de me passer le témoin amicalement et dans un climat serein et apaisé. Je tiens ici à lui rendre hommage. Auparavant, le bureau sortant a présenté le bilan de ses réalisations avant que le président sortant n'énumère les problèmes, contraintes et difficultés du secteur,
mais aussi les réalisations qui ont permis à notre pays d'être la première puissance halieutique du continent africain, malgré la pandémie du Covid-19 qui a touché le secteur. Il a appelé les armateurs à utiliser les techniques probantes de sélectivité des engins de pêche et la pratique de pêche respectueuse des ressources halieutiques et de l'environnement. Notons enfin que le nouveau bureau de la Fédération nationale de pêche compte 44 membres au terme de cette alternance. Comme annoncé dans les titres, le Palais des Congrès de Nouakchott a abrité une journée de concertation pour l'élaboration d'une stratégie industrielle sous le thème « Quelle industrie pour la Mauritanie ?» La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme espère, à travers cette rencontre, dresser un état des lieux de l'industrie dans notre pays. Abdoulaye Damaba. Cette journée de concertation a pour objectif de dresser un état des lieux du secteur industriel en Mauritanie. C'est à travers l'identification des grands défis liés à l'essor du secteur industriel, les perspectives liées à la mise en place d'une stratégie industrielle qui favorise le climat des affaires. Il s'agit ainsi de développer les différentes phases de l'élaboration de cette stratégie industrielle qui devrait être élaborée par la prise en charge des questions transversales et un processus qui se doit d'être participatif et inclusif. Madame Naha Hamdil Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a déclaré que la contribution du secteur industriel en matière d'offres d'emploi est encore faible en raison de plusieurs facteurs, dont l'accès à la matière première, le manque de main-d'œuvre qualifiée, entre autres. Elle a en outre souligné que cette journée constitue une opportunité pour les différents acteurs de mettre en place une nouvelle stratégie qui va contribuer à la diversification du tissu industriel national. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDU, a pour mandat d'accompagner ses États membres à créer une prospérité partagée par le développement des emplois productifs, à améliorer la compétitivité et la qualité des produits et secteurs industriels et à sauvegarder l'environnement par la production propre et les énergies durables. L'ONUDI accompagne ses pays membres par la coopération technique, par toutes les fonctions d'analyse et de recherche et les services de conseil en matière de politique industrielle, par des fonctions normatives et les activités liées aux normes et à la qualité, et par la mobilisation de partenariats pour le transfert de connaissances, la mise en réseau et la coopération industrielle. Cette activité s'est déroulée en présence des membres du patronat, particulièrement des acteurs du secteur industriel. Ils ont apprécié la tenue de ces rencontres et déclaré avoir posé les défis auxquels ce secteur est confronté. Ils espèrent qu'avec cette nouvelle stratégie, ce domaine va ainsi pouvoir jouer pleinement son rôle. Un mot à présent sur la pandémie de la Covid-19. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 18 nouvelles contaminations et 51 guérisons sont mentionnées de décès. Nous allons à présent suivre le point de presse hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie durant la semaine écoulée. Donc 4 cas contacts et 247 cas communautaires. Aussi, 340 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et 7 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 36 414, dont 9 805 cas contacts, 26 403 cas communautaires et 206 cas importés. Le cumul de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 174 et le cumul de décès est de 785. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 455, dont 431 asymptomatiques, 12 avec des symptômes simples et 12 avec situation clinique grave. La répartition des cas positifs enregistrés durant la dernière semaine est par région. 57 ont été enregistrés durant la dernière semaine à Nadrar, 28 à Nouakchott-Ouest, 25 à Nouakchott-Nord, 22 à Nassaba, 20 à Tirzamour, 20 au Tagan, 16 à Hout el-Gharbi, 15 à Inchiri, 14 au Trarza, 13 à Nouakchott-Sid, 12 à Dakhlet Nouadhibou,
3 à Houd Sharqi, 2 à Gidimaka, 2 cas au Gorgol et 2 au Brakna. Les tests réalisés durant les dernières 7 jours, la dernière semaine, sont au nombre de 10 121, dont 7 030 TDR et 3 081 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré la vaccination de 11 116 personnes durant cette dernière semaine en première dose et 5 628 ont complété leur schéma vaccinal, ce qui porte le total des personnes qui ont reçu au moins une dose à 709 310. Et le total des personnes qui ont complété la vaccination à 585 099. Donc un taux de couverture de 23% de la cible qui est de 2 600 000. J'attire l'attention à nos aimables téléspectateurs que le ministère de la Santé compte organiser une campagne de 6 jours entre le 14 octobre et le 19 octobre. Durant cette campagne de vaccination, 500 000 doses d'AstraZeneca vont être mises à disposition de cette campagne. Donc, je demande à nos chers citoyens qui ne sont pas encore vaccinés à adhérer massivement à cette campagne de vaccination qui va être... le vaccin va être disponible pendant ces jours dans toutes les formations sanitaires avec un accès très important, avec un nombre d'équipes très important. Aussi des sites avancés dans des lieux publics et des lieux publics dans la ville vont être organisés. Donc la vaccination va être disponible pendant ces jours et j'invite nos chers concitoyens à adhérer massivement à cette campagne de vaccination qui va nous permettre d'accroître, d'améliorer notre taux de couverture en vaccin et d'améliorer nos chances de riposte contre l'épidémie de Covid-19. L'actualité à l'intérieur du pays nous amène d'abord à Nema, la capitale du Houd Sharqi, qui a abrité la réunion du groupe de travail régional portant sur l'examen des programmes et plans de développement de la wilaya. L'occasion pour les participants et les partenaires internationaux de présenter les études et projets relatifs au développement local. Abdullah Damaba. Ces rencontres d'échange avec les acteurs de la wilaya du Houd Sharqi s'inscrivent dans le cadre des interventions du programme des Nations Unies pour le développement PNUD afin de s'enquérir de l'état des différents programmes et projets de développement mis en œuvre au niveau de ces wilayas. Plusieurs experts nationaux et internationaux ont animé cette journée de concertation au cours de laquelle les projets prioritaires de développement de ces wilayas ont été mis en avant. Le wali de la wilaya du Houd Sharqi, Cheikh Abdallah Oulewa, supervisant ces rencontres, a exprimé sa satisfaction pour cette activité à laquelle les acteurs locaux et experts internationaux ont pris part. Le premier point va être l'étude sur les conflits commandités par le PNUD, par notre partenaire le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qu'il en soit remercié. J'aimerais bien qu'on puisse discuter du contenu de l'étude, apporter toutes nos observations, nos remarques sur l'étude. Le président du conseil régional du Houd Sharqi, Mohamedou Tijani, a souligné que ces rencontres participent à la redynamisation des programmes de développement au niveau de ces régions. Notre engagement auprès des partenaires, mais aussi auprès de l'ensemble des participants pour que nos programmes puissent être exécutés dans les délais et avoir également satisfaire les populations bénéficiaires. Quant à la représentante résidente adjointe du PNUD, Adama Djengbari, elle a mis en avant l'importance de la collaboration entre le PNUD et la Mauritanie. Les 3 outils qui vont être présentés, que ces outils puissent vraiment être pertinents et répondre à vos besoins d'inspiration et vous aider au quotidien dans l'exercice de vos fonctions tous et à la prise de décision dans les institutions que vous représentez.
Comment se déroule la reprise des cours? Pour le savoir, le Wali du Tagan a fait ce matin le tour de certains établissements scolaires et d'enseignement technique de la ville de Tijikja. Amina Khalil. Lors de sa visite à l'école 6, le Wali du Tagan, M. Al-Mokhtar Ould-Hend, a écouté plusieurs explications sur l'état d'avancement de la reprise scolaire, le déroulement des cours et les problèmes rencontrés lors de cette étape. Parmi ces problèmes, le surnombre des élèves dans les salles de classe. Ensuite, le Wali s'est rendu au centre de formation professionnelle qui lui ont expliqué le niveau de formation qu'offre le centre. À la fin de sa visite, le Wali du Tagan a précisé que ce déplacement lui a permis de constater l'augmentation des effectifs dans les salles de classe et a saisi cette occasion pour adresser ses remerciements aux parents d'élèves qui ont intensifié leurs efforts de sensibilisation au début des cours et à l'importance de regagner les salles de classe, ce qui a entraîné une réponse massive et par conséquent le surnombre des élèves dans les classes. Un problème auquel des solutions seront trouvées rapidement. Quant au centre d'accueil des citoyens, poursuit le Wali, il avait amélioré le niveau de ses services et adopté de nouvelles méthodes selon les responsables et citoyens. La visite a également compris le centre du registre des populations et des titres sécurisés qui s'est amélioré après l'introduction des derniers changements. Ont accompagné le Wali lors de cette visite de terrain le conseiller chargé des affaires sociales, le Hakem de la Muqata'a, en plus du drain de la Wilaya et des responsables des services sécuritaires du Tagan. Il faut continuer à rapprocher les services de l'État du citoyen. C'est le message du Wali du Guidimaha aux chefs de service avec lesquels il s'était réuni ce matin. Ces derniers ont mis à profit cette réunion pour exposer certains problèmes auxquels ils font face et dont la résolution aidera à mieux servir le citoyen. Mohamed Khattab. Le Wali du Guidimaqa, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a tenu aujourd'hui une réunion avec les chefs des services régionaux, les invitant à plancher sur les meilleures voies et moyens de résoudre les problèmes de la wilaya, de rapprocher l'administration des administrés en assurant un bon fonctionnement des services de l'État dans l'intérêt des citoyens, dans la transparence et l'équité. Il a rappelé que l'État a mis tous les moyens à la disposition des services publics, les fonctionnaires n'ayant plus qu'à s'acquitter honorablement de leurs responsabilités. Au cours de cette réunion, le Wali du Guidimaqa a précisé que l'objectif recherché étant l'intérêt du citoyen, il s'agit donc d'être au service de celui-ci, de répondre à ses doléances et de trouver des solutions aux problèmes posés dans le cadre du rapprochement de l'administration des populations. Les différents chefs de services régionaux ont salué cette initiative et ont exprimé leur disposition à contribuer à relever le défi et à redoubler d'efforts pour mieux servir le citoyen, comme l'a souligné le directeur de l'action sanitaire au Guidimaqa, M. Mohamed Ould-Hend, qui a précisé au micro de Mauritanien qu'il s'agit de coordonner l'action de tous les services régionaux sous la tutelle du Wali pour rapprocher l'administration du citoyen, poser les problèmes qui y font obstacle et chercher des solutions. Même son de cloche chez le président du centre d'accueil des citoyens au niveau de la ville de Sélibabi, qui a noté que tous les problèmes entrant dans le cadre du rapprochement de l'administration des populations ont été posés et qu'un dispositif approprié de suivi de l'action de ces services sera mis en place en pleine coordination et en étroite collaboration avec les autorités administratives régionales conformément à la politique générale du gouvernement. Il est à noter qu'une réunion mensuelle sera tenue pour évaluer l'avancement et les obstacles de cette feuille de route. L'actualité dans la wilaya de l'Assaba est précisément à Guérou, marquée par la clôture de la session de formation sur la culture des fourrages verts et la préservation de la santé animale. Une formation qui était organisée par l'Organisation belge pour le développement en vue d'encadrer les éleveurs et les agriculteurs. Bokar Bay là-bas. La mise en valeur de la culture du fourrage vert est au centre des préoccupations des acteurs du développement rural, agriculture et élevage. En fait, il s'agit de renforcer les quantités d'aliments de bétail, des efforts intervenant dans le cadre du programme national du lait. D'ailleurs, c'est tout le sens de ces journées portes ouvertes et clôture de la formation des facilitateurs sur une nouvelle approche de la production laitière.
Dans son intervention, le hakem de la Muqata de Guérou, Hassan Ould Ahmed Ma'loum, a souligné l'importance de la culture fourragère pour améliorer la production laitière, précisant que cette formation permettra aux acteurs du secteur d'avoir des outils efficaces pour le développement de la filière. Autre intervention, c'est celle faite par le délégué régional du ministère de l'Élevage, Mohamed Ould Saïd, qui a souligné que la culture du fourrage vert est un élément clé du programme national du lait et cette formation vient à point nommé. Ainsi, le ministère ambitionne de mettre en place un système de production durable pour le lait et ses dérivés. Et le programme national de promotion de la filière laitière vise à utiliser les produits dérivés avec une nouvelle approche. D'autres intervenants ont loué les efforts de l'État pour créer une dynamique nationale pour la production intensive du fourrage vert. A noter que la phase pilote de la culture du fourrage vert comprend également les wilayas du Gorgol, du Tagan, du Guidimaha, de la Saba et de Dohad. Au niveau de la ville d'Attar, les centres de vaccination contre la Covid-19 enregistrent de moins en moins de personnes désireuses de se faire vacciner. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires, mais continue d'être optimiste, espérant que la tendance sera renversée avec le lancement de la 4e campagne nationale de vaccination. Une nette baisse de l'affluence des populations dans les centres de vaccination a été enregistrée par les services sanitaires au niveau de la wilaya de l'Adrar, alors qu'il constitue l'une des wilayas les plus affectées par la Covid-19. Selon le directeur de l'action sanitaire dans l'Adrar, M. Ibrahim Oulmeya, les vaccins anti-Covid sont disponibles en quantité suffisante et les équipes de vaccination sont sur place dans tous les centres dédiés à la vaccination. De même que nous avons, dit-il, mené des campagnes de sensibilisation pour inviter les populations à venir prendre les vaccins à tout moment et nous lançons une campagne à partir du 14 octobre courant à laquelle nous lançons également un appel pourvu que les citoyens viennent massivement se faire vacciner. Bien que tous les vaccins soient disponibles dans les centres de vaccination, dans la wilaya de l'Adrar, l'affluence est restée faible ces derniers jours, comme le précise cette responsable d'un centre dédié à la vaccination anti-Covid-19, qui souligne qu'au début de la vaccination, le public venait en grand nombre, mais que depuis quelques jours, l'affluence des populations a nettement diminué, bien que les vaccins AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson soient disponibles en quantité suffisante. C'est dire que dans la wilaya de l'Adrar, les populations ne se bousculent pas devant les centres de vaccination, alors qu'une 4e campagne nationale de vaccination démarrera sous peu, donnant espoir aux autorités sanitaires locales que la donne va peut-être changer et que les citoyens retrouveront le chemin des centres de vaccination dans leur wilaya. De la politique dans ce journal avec l'organisation hier soir par la commission des femmes du parti Sawab d'une conférence sur le renforcement des opportunités de participation de la femme à la politique dans le cadre du prochain dialogue. La responsable des femmes du parti, Mme Zainab Mintel Hadi, a souhaité une plus grande implication de la femme dans les affaires politiques, soulignant son rôle dans la lutte contre la Covid-19. Elle a demandé qu'un quota de 50% des postes de responsabilité électorale et exécutive soit réservé aux femmes et a précisé que le prochain dialogue est l'occasion d'une autonomisation de la participation de la femme mauritanienne dans tous les domaines. Et nous refermons ce journal par la commémoration de la Journée internationale de la fille sous le thème « La parole à la fille » organisée conjointement par l'association du projet Participation des filles et de la commune de Tablagh-Zeina. À l'occasion pour le maire de Tablagh-Zeina, Taleb Ould Mahjoub, de mentionner l'importance de cet anniversaire qui aura des répercussions positives sur l'autonomisation des filles et le renforcement de leur capacité. La journée a été également marquée par la remise des prix et des attestations aux bénéficiaires de formations organisées par le projet.
Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. La première dame donne le coup d'envoi de la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Dans ce journal, vous avez suivi l'organisation d'une session de formation au profit des animateurs des concertations régionales sur la réforme du système éducatif. Vous avez également suivi les assises organisées au Palais des Congrès de Nouakchott portant concertation autour de l'élaboration d'une stratégie industrielle. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. N'oubliez pas de vous protéger, car vous protéger, c'est protéger vos proches contre la pandémie de la COVID-19 et surtout, faites-vous vacciner.